Bonjour, nous sommes Gaëlle et Cathy et pour nous, accompagner l'apprentissage des langues, c'est d'abord et avant tout une aventure humaine. Il s'agit d'apprendre à connaître une personne, de comprendre ses besoins, ses motivations et de proposer un espace fertile pour avancer ensemble, que ce soit une personne ou un groupe de personnes d'ailleurs. Voilà, et on est dans un monde où l'IA peut générer un cours en 30 secondes, où on peut demander à l'IA de devenir, un prof pour nous et de nous guider avec nos erreurs. Mais nous, on a envie de parler de ce qu'elle ne peut pas faire. Et ce qu'elle ne peut pas faire, c'est, être là, vraiment présent pour, un être humain qui apprend. Il s'agit de savoir écouter, soutenir et guider en fonction, des besoins réels, pas de suivre les dernières tendances ou d'utiliser des solutions à l'emporte-pièce, plutôt parler au cœur et au cerveau et prendre en compte le corps et le contexte. En fait, on a toutes les deux connu dans nos vies, dans nos parcours, un moment où on s'est dit quelque chose ne va pas. Dans cette relation qu'on a avec les apprenants, cette façon de faire, il y a un truc qui cloche, qui nous satisfait pas. Alors, on ne veut pas tout jeter à la poubelle ni ajouter une nouvelle méthode, et ça d'autant plus dans un contexte où on est consciente que beaucoup de choses sont hors de notre contrôle. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de commencer avec, ce qu'on a entre nos mains ou plutôt dans notre tête et dont on n'a pas forcément conscience, les biais, les automatismes, les angles morts et aussi le regard qu'on porte sur nos apprenants et sur nous-mêmes. Et ça pour que l'apprentissage devienne ou redevienne un plaisir, autant pour l'enseignant que pour l'apprenant. Et on commence aujourd'hui par le biais d'expertise qui va parfois nous empêcher de bien écouter la personne en face de nous, de vraiment comprendre ses besoins et de l'accompagner de manière efficace et pertinente. Gaëlle, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi consiste le biais de l'expert? Volontiers. Le biais de l'expert, c'est un biais cognitif et ça veut dire qu'une personne qui a beaucoup appris, c'est généralement le cas des enseignants, qui a fait, beaucoup d'études et qui continue à suivre, des formations. Elle sait tellement de choses qu'elle oublie parfois que la personne en face d'elle n'a pas le même bagage, ce qui peut provoquer plusieurs résultats. Ça peut vouloir dire qu'on n'écoute pas assez, que la communication est mauvaise parce qu'on n'a pas écouté ce dont l'autre avait besoin, ou on peut vouloir aller, trop vite. Ou alors, à mesure qu'on apprend, on se dit, «Mais finalement, je sais rien du tout» et on se retrouve paralysé à plus savoir par où commencer ou ce qui pourrait vraiment, aider les apprenants, par où on a commencé nous et où ce qui pourrait vraiment être aidant pour eux. Il y a aussi un biais inverse à ce biais de l'expert, c'est l'effet qu'on appelle Dunning-Kruger, où on pense en savoir plus, qu'on en sait en réalité et où on surestime ses, capacités. Super, merci pour ce petit résumé. L'effet Dunning-Kruger, je pense qu'on pourra y revenir dans un autre épisode parce qu'il y a de quoi dire là-dessus aussi. Mais là, ce qui nous intéresse plutôt, c'est ce que tu as mentionné au début, où c'est-à-dire que nous, on a acquis plein de compétences et donc on pense qu'on sait ce qui est bon pour les apprenants, puis on va un peu suivre notre plan d'attaque. On a fait un déroulé de cours, un programme qui nous semble avoir du sens, et on va partir comme ça. On veut que tout le monde nous suive. On pense que les acquis sont là, mais on n'a pas forcément vérifié qu'ils sont là, ces acquis. Et ça, ce qu'on voudrait faire aujourd'hui, c'est vous inviter à la réflexion, en fait, parce que ces biais, ils sont inévitables. On se rend pas compte de nos angles morts, généralement. On a besoin de prendre une petite pause, de faire un petit peu le point sur ce qu'on fait pour s'en rendre compte. Et donc, on va ensemble aujourd'hui voir ce qu'on peut faire quand on prend conscience qu'on est en train de tomber dans les excès de la posture d'expert et que peut-être on a perdu la moitié de la classe ou qu'on a perdu l'apprenant en cours de route parce que nous, on continue, mais lui, il est bloqué à l'étape numéro un de ce qu'on a essayé d'expliquer, en fait. Je peux commencer par, partager un exemple, avec toi, Cathy. C'est quelque chose qui m'est arrivé, cette semaine. Alors, nous, on est prof de français et donc dans notre scolarité, on a appris la grammaire, on a appris la conjugaison, donc parler de noms, d'adjectifs, de verbes, parler de conjugaison, ça nous semble, tout naturel et puis, cette semaine,
je regardais les structures avec Si pour un de mes apprenants qui est canadien d'ailleurs. L'idée, c'était de faire une comparaison entre l'anglais et le français, de manière à ce qu'ils comprennent quel temps en français correspondait à quel temps en anglais. Ce dont je me suis pas rendu compte, initialement, c'est que pour lui, la différence entre les temps anglais n'était pas claire. Quand est-ce qu'il utilisait celui-ci et quand est-ce qu'il utilisait, celui-là? Et donc la correspondance en français était encore moins claire. Il a donc, fallu revenir à une, contextualisation qui lui parlait, avec un exemple, qui était relié à son contexte à lui, pour le réancrer dans son apprentissage et lui donner, un ancrage à partir duquel il pouvait progresser. Et plus concrètement, parce que ça m'intéresse, c'est super intéressant comme petite technique, comment tu as fait pour le connecter à son contexte, en fait? Il a une fille et une femme. Une femme qui est trop âgée pour avoir des enfants maintenant et une fille qui a la trentaine et qui est en âge d'avoir des enfants. Et donc avec, cette structure-ci, on l'a vue en anglais avant de la voir en français pour comprendre, OK, donc si j'avais pu, j'aurais eu, 3 enfants plutôt que d'en avoir 2. C'est trop tard. Si je pouvais ou si je rencontrais l'homme idéal, alors j'aurais des enfants. Ça, c'est possible pour sa fille, c'est-à-dire que la porte n'est pas tout à fait fermée. Et ce qui a permis de l'ancrer, c'est de dire: «La porte est fermée» ou «La porte reste encore ouverte». Ah super ça, OK. D'accord, donc vraiment, ouais, partir de là où est l'apprenant, de tout ce qu'il y a autour de lui et puis nous adapter, notre comportement et nos activités, enfin tout, heu, en fonction de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de profs qui le font déjà. Maintenant, on a aussi envie de vous donner, d'élargir un petit peu parce qu'on ne se concentre pas seulement sur le contenu de l'enseignement, mais ce qu'on veut transmettre, c'est que l'apprentissage, ça englobe bien plus que ça. Donc nous, on a identifié les 4 C, le cœur, le cerveau, le corps et le contexte. Donc là, on a déjà un petit peu parlé du contexte. Est-ce que tu pourrais revenir peut-être sur le cœur? Pourquoi on amène le cœur dans ce domaine-là de l'apprentissage? Très bonne question. En parlant aux émotions, on réussit à capter l'attention de l'apprenant et à interagir sur un niveau plus profond. Cette connexion préalable, elle est essentielle pour que l'apprenant, puisse avoir du succès dans sa démarche et les techniques, qu'on peut utiliser à cette fin, c'est l'écoute active et en fait, cette écoute active, c'est bien, bien plus compliqué qu'il n'y paraît parce que généralement, dans l'enseignement, on écoute d'une oreille et on est déjà en train de penser à ce qu'on va dire après ou à la séquence suivante. Quand on fait ça, on se coupe de l'apprenant et de ses, besoins. Ouais. Une autre chose dont l'apprenant a besoin, c'est, qu'on lui donne le droit à l'erreur, qu'on l'encourage à faire des erreurs et peut-être, qu'on change le script qu'il a par rapport à l'erreur. Très, très souvent, dans beaucoup de cultures, l'erreur est stigmatisée et ça bloque les apprenants, ça les paralyse. Donc ils ne parlent pas ou ils n'essayent pas, sauf s'ils peuvent rendre un résultat parfait. Et en fait, en termes de communication, c'est catastrophique. Ouais, donc tout un tas de choses qu'on a héritées de nos années d'école, probablement dans certains systèmes Ouais. scolaires plus que d'autres. Et donc tout ça, en tant qu'enseignant, il faut réapprendre comment communiquer, comment écouter. Et c'est pas une mince affaire, comme tu l'as dit. Exactement. Et est-ce que toi, tu pourrais nous parler, du rôle du cerveau dans tout ça? Le cerveau, donc une fois que l'apprenant, donc on a évité le blocage. Justement, on a su l'écouter et on a pu concevoir des situations d'apprentissage ensemble où il est prêt à expérimenter. Et là, ce qu'on veut éviter, c'est de saturer sa mémoire de travail. Parce que souvent, le problème des cours, c'est qu'on déroule tout le concept, on balance plein d'informations d'un coup, on enchaîne les chapitres et l'apprenant, il est là, j'ai à peu près compris deux, trois trucs, mais je saurais jamais l'utiliser parce que
c'est trop abstrait et j'ai perdu la moitié des informations en route. Donc, ce qui est super important pour éviter de saturer cette mémoire de travail, c'est de découper en tout petits morceaux les concepts. Donc, ce que tu as fait avec ton apprenant, en trouvant des situations qui lui parlaient, et puis en allant pas à pas explorer différentes parties du concept pour qu'ensuite ça puisse s'organiser dans son cerveau. Et la façon dont c'est organisé dans le mien, c'est pas du tout la même chose dans chaque personne à qui je parle. Et donc, si moi, je leur enseigne mon organisation, ok, ils vont la faire, mais est-ce qu'ils vont s'en servir après? C'est pas sûr, parce que tu sais pas où c'est rangé. Si c'est pas toi qui l'as fait, c'est pas ta logique. Donc, l'idée, c'est que nous, on puisse les aider à ce que ça ait du sens pour eux dans leur tête et qu'on les invite à faire les associations. Plutôt que moi d'arriver avec mes analogies déjà prêtes, qui n'auront pas autant de poids parce que c'est pas lié à quelque chose d'émotionnel ou qui a du sens pour eux. L'idée, c'est que ce soit eux qui soient les auteurs de ces analogies et de ces associations pour que vraiment, une fois que ce soit entré, ça reste et ça n'en bouge pas. Alors là, on a parlé du cœur du cerveau, mais maintenant, il faut pas oublier que tout ça, ça s'inscrit dans un corps, une enveloppe charnelle qui a des besoins elle aussi. Est-ce que tu veux bien nous parler de ça? Alors, c'est vrai que la tentation première, c'est qu'on se dit: «Bah, on a besoin du cerveau pour apprendre, donc on parle au cerveau». Le cœur, si on a de la chance et puis, on est aussi dans un corps. Il a besoin qu'on respecte son rythme de manière à ce que l'apprentissage se fasse. C'est-à-dire qu'il faut rester attentif aux signes de fatigue et de saturation que peut avoir l'apprenant. Parce qu'en fait, entre 10 et 20 minutes, notre attention, elle baisse. Ça dépend de nos personnes, de nos habitudes et sans doute qu'avec la situation actuelle et notre habitude de scroller, etc., de passer d'une chose à une autre, la capacité d'attention, elle est de moins en moins soutenue. Alors, il s'agit peut-être de changer d'activité, de changer de rythme, d'utiliser le corps et le mouvement. Bon, il y a cette idée des, différents types d'intelligence et des différents, canaux pour apprendre où on est plutôt, visuel ou plutôt auditif. En fait, ça c'est un neuromythe. Ce qu'il faut, c'est utiliser les différents sens et les différents canaux pour encoder, les informations de manière plus, durable. Et Ouais. la dernière chose qu'on peut faire, c'est soigner l'environnement, c'est-à-dire offrir un cadre qui est, calme et sécurisant pour l'apprenant. Je sais que moi, à ce titre, je fais en sorte que à la salle où je reçois mes élèves, parce que je travaille, principalement en présentiel, donc en face à face avec mes élèves et je fais en sorte que ce soit un espace qui rappelle pas, une salle de classe. Il y a même pas de tableau dans, dans l'endroit où je travaille. C'est pour, se focaliser sur l'aspect convivial et l'aspect échange parce que pour beaucoup d'apprenants, l'apprentissage peut être lié, à des traumatismes. Alors évidemment, si on travaille dans une salle de classe, on peut pas enlever le tableau. Il est utile aussi Heu parfois, donc bon. Il est utile, aussi parfois, il y a d'autres manières d'expliquer comment, un mot est écrit et cetera. Ça dépend, de l'objectif et du rythme du cours. Mais il y a toujours, des manières et des petites, attentions d'aérer la pièce, contrôler la température, peut-être éviter la surstimulation, visuelle Mmh. qui peut être, hyper distrayante pour certains apprenants. Ouais. Voilà ce que je pouvais te dire, sur, ce qui prend en compte le corps. Plein de choses auxquelles penser. Donc, on a vu cœur, cerveau, corps, le contexte, on en a déjà parlé. Donc, adapter le contenu aux besoins de l'apprenant, à son contexte de vie, son emploi du temps, et puis tout ce qui peut éventuellement entrer en conflit avec son processus d'apprentissage. Et ça, il n'y a pas de miracle, on ne le sait pas. Donc, une des manières d'en prendre conscience, c'est de poser des questions, de sortir de sa bulle et de pas se dire j'enseigne en isolation de tout le reste. Il faut qu'on invite l'apprenant à partager sans entrer dans la vie privée selon ce qu'ils veulent partager, mais qu'on ait quand même un minimum d'informations
pour créer un plan d'apprentissage qui soit réaliste et qu'ils puissent le suivre. Parce que l'idée, c'est pas qu'ils abandonnent au bout de 15 jours parce que c'est pas adapté à ce qu'ils peuvent faire. Donc, pour ne pas saturer la mémoire de travail des auditeurs, on vous invite à télécharger le PDF qui accompagne l'épisode pour avoir plus d'informations et puis plus de conseils concrets, de petites techniques pour réfléchir à tout ce que vous faites dans votre pratique autour du cœur, du cerveau, du corps et du contexte pour servir au mieux les apprenants avec qui vous interagissez. Et puis, peut-être en conclusion, une phrase ou la chose qui est la plus importante à retenir pour ne pas être victime de ce biais de l'expert. Gaëlle, est-ce que tu saurais résumer en une phrase? Rester humble et savoir redescendre, poser des questions. Très bien. Merci Voilà. beaucoup. Puis on se retrouve. Abonnez-vous à la chaîne, au podcast, là où vous l'avez trouvé, pour plus de contenu comme ça, d'exploration des différents biais, des neuromythes, des effets divers et variés qu'on peut rencontrer dans le processus d'apprentissage ou de transmission d'une langue. Et puis, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Cathy Intro, Gaëlle Miani. On est un peu partout. Vous allez nous trouver. Les liens sont dans la description de toute façon. Ciao, ciao! À bientôt.